la matinée a commencé comme n'importe quelle autre. Le café coulait, la lumière du soleil filtrait à travers les volets de la cuisine, et on n'entendait que le léger bourdonnement du téléphone de Marion qu'elle faisait défiler près de l'évier. Puis j'ai posé une seule question, et ce fut comme craquer une allumette dans une pièce imbibée d'essence. « Et, c'est quoi cette facture médicale ?» ai-je demandé en levant mon téléphone. C'était passé sur notre compte commun, une clinique rue des Canuts. Elle s'est figée juste une seconde, puis s'est retournée lentement, forçant un sourire. « Oh, ça, dit-elle d'un ton trop désinvolte. Ce n'est rien. » J'ai froncé les sourcils. « Tu es sûr ? C'est une clinique privée pour femmes. Tu vas bien ? » Son sourire est tombé comme un masque qui s'écrase au sol. « Lucas, pourquoi épluches-tu chaque euro que je dépense ? Tu n'as vraiment rien de mieux à faire que de fliquer ma vie ? » J'ai cligné des yeux. « Fliquer ? Marion, je ne te flique pas, j'étais inquiet. Si c'est médical, tu n'as pas à t'inquiéter de cette façon. Pas quand ça s'accompagne d'un interrogatoire passif-agressif. J'ai juste demandé si tu allais bien, ai-je répondu, la voix nouée. Je me suis dit que tu étais peut-être malade ou effrayé. Je ne t'ai accusé de rien. Pas besoin, a-t-elle cinglé. Tonton veut tout dire. Tu arrives toujours avec ton air calme et posé, comme si tu étais au-dessus de tout ça, mais c'est toujours une question de contrôle. Tu essaies encore de me prendre en flagrant délit de quelque chose, n'est-ce pas ? Cela m'a arrêté net. Quoi, ai-je dit ? Te prendre en flagrant délit de quoi ? Elle s'est retournée brusquement, jetant son téléphone sur le plan de travail comme si elle ne supportait plus de le tenir. Mon Dieu, Lucas, tu ne dis jamais ce que tu penses vraiment. Tu piques et tu creuses jusqu'à ce que ce soit moi qui craque, et ensuite tu joues la victime. Ma mâchoire s'est contractée. Tu ne m'écoutes pas. Je ne suis pas en colère. Je suis confus. J'ai trouvé un prélèvement médical et j'ai posé une question simple. Pourquoi réagis-tu comme si je t'avais accusé de me tromper ? Son expression a vacillé, l'espace d'un battement de cœur. Puis, une froideur glaciale. Peut-être parce que tu ne me fais pas confiance, a-t-elle dit en croisant les bras. Peut-être parce que tu m'épies sans arrêt. Je te fais confiance, ai-je répondu. Mais là, tout de suite, je ne te reconnais pas. La façon dont tu me parles, c'est comme si j'étais l'ennemi. Tu l'es, a-t-elle marmonné. J'ai reculé d'un pas, qu'est-ce ce que tu viens de dire ? Elle n'a pas répondu. Elle a juste attrapé son mug et s'est dirigée vers la porte, comme si elle en avait terminé. Non, ai-je dit fermement en lui barrant la route. Tu ne peux pas fuir comme ça. Dis-moi ce qui se passe vraiment. Elle m'a dévisagé, le regard perçant, les lèvres pincées. Et pour la première fois en 5 ans de mariage, je l'ai vu. Ni de la frustration, ni du stress. Du ressentiment. Laisse tomber, a-t-elle dit. Si tu m'aimes, tu laisses tomber. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas comme ça que fonctionne l'amour, Marion. Tu ne lâches pas une bombe dans nos finances pour ensuite exiger le silence. Elle a ricané. Donc, c'est une question d'argent maintenant. Non, ai-je dit en haussant le ton. Il s'agit de nous. Tu caches quelque chose, et la façon dont tu viens d'exploser pour une simple question le prouve. Le silence s'est étiré entre nous. Elle m'a contourné, la main tremblant légèrement en ramassant ses clés. Ne m'attends pas ce soir, a-t-elle dit. Et puis, elle est partie. Je n'étais pas choqué par la facture. J'étais choqué par sa voix, ce ton, comme si elle me détestait. Je gère un bar-brasserie sur la Presqu'île, dans le centre de Lyon. Ce n'est pas glamour, mais j'adore ça. Les nuits tardives, les habitués, les histoires. Je rentre à la maison juste avant le lever du soleil la plupart du temps. Marion travaille le matin dans un cabinet dentaire, et nous avons toujours fait en sorte que nos horaires fonctionnent, nous croisant comme des danseurs dans une chorégraphie apprise avec le temps. Je pensais que nous allions bien. Pas une vie de rêve, mais bien. Maintenant, je me demande si je n'ai pas dormi pendant notre lent effondrement, parce que ça, ce qui venait de se passer, ce n'était pas rien. C'était le début de quelque chose qui se défait. Ce soir-là, je suis rentré plus tard que d'habitude. J'avais pris le service d'un collègue qui avait besoin de sa soirée. N'importe quoi pour me changer les idées. L'appartement était plongé dans l'obscurité, à l'exception de la douce lueur de la veilleuse du couloir. J'ai enlevé mes chaussures de travail et j'ai marché à pas de loup dans le salon.
Le sac de Marion était toujours sur la console de l'entrée. Son manteau était soigneusement drapé sur la rampe de l'escalier, comme si elle était rentrée depuis des heures, comme si tout était normal. Sauf que plus rien n'était normal. La maison était silencieuse de cette façon lourde et artificielle, comme ce genre de silence qui attend que quelqu'un le brise. Je l'ai trouvée à l'étage, déjà au lit, enfouie sous les couvertures comme si elle voulait y disparaître. Elle n'a pas tressailli quand je suis entré dans la chambre, elle a juste continué à faire défiler l'écran de son téléphone, la lumière bleue projetant une faible lueur sur son visage. Je me suis changé en silence. Normalement, elle me demandait comment s'était passée ma soirée ou plaisantait sur les anecdotes de bar que j'avais toujours à raconter. Mais ce soir, rien. Juste cette lueur bleue et ses doigts tapotant l'écran comme si elle était complètement ailleurs. Je me suis glissé sous les draps à côté d'elle. Doucement, sans bruit. Ma main a effleuré la sienne, légèrement d'abord. Puis j'ai tracé du bout des doigts le long de son bras. Un geste lent, familier. Elle n'a pas bougé. Après un instant, je me suis penché, posant ma main sur sa taille. Et, ai-je murmuré à voix basse. On peut oublier la journée d'aujourd'hui. Juste pour ce soir. Toujours rien. Puis une inspiration, brusque et agacée. Et elle cesse de détourner, tirant la couette plus haut sur son épaule. Lucas, j'ai mal à la tête. C'était tout. 6 mots. 6 mots d'une froideur glaciale, inflexible. Je me suis figé. Pas parce qu'elle avait dit non. Aucun homme ne s'attend à un oui à chaque fois, mais à cause de la façon dont elle l'avait dit. Aucune chaleur, aucun soupir de fatigue, aucune excuse, juste cette voix distante et sèche comme si j'étais un inconnu qui s'était approché trop près pendant son sommeil. Ce n'était pas du rejet. C'était de la déconnexion. Et c'est ça qui m'a vidé de l'intérieur. Je me suis roulé sur le dos et j'ai fixé le plafond. Le silence régnait, les ombres vacillaient à travers la pièce. Elle était à quelques centimètres de moi, mais je ne m'étais jamais senti aussi loin d'elle. Pouvez-vous imaginer ça? Être allongé dans le même lit que vous partagez depuis des années, et soudain avoir l'impression d'être un intrus. Ce n'était pas seulement qu'elle ne voulait pas de moi. C'était qu'elle ne me voyait plus. Je suis resté immobile, écoutant sa respiration devenir régulière alors qu'elle s'endormait, ou faisait semblant. Je ne savais pas trop. Je voulais croire qu'elle était fatiguée, stressée, que ça finirait par passer. Mais au fond de moi, je savais que non. Quelque chose s'était fissuré ce matin. Et ce soir, j'ai vu la fracture s'élargir. Il ne s'agissait plus d'une fracture. C'était quelque chose de plus grand, quelque chose de non dit. Et maintenant, ça vivait dans notre lit avec nous. J'ai essayé de fermer les yeux pour faire taire mes pensées, mais elles revenaient en écho. Son ton, sa distance, sa colère. Je n'avais jamais été parfait, mais je l'aimais. J'avais essayé. Dieu sait que j'avais essayé. Et ce soir, pour la première fois, je me suis demandé si l'amour était suffisant. Parce que si elle pouvait se détourner de moi si facilement, vers quoi d'autre s'était-elle tournée? Je n'ai pas dormi de la nuit. Pas vraiment. Je suis resté là, le cœur battant, l'esprit à 100 à l'heure, attendant que le soleil se lève et réponde à une question que j'avais trop peur de poser à voix haute. La lumière du matin filtrait lentement à travers les volets de la cuisine, dorée et chaleureuse, en total décalage avec le froid qui s'était installé entre nous. J'étais debout tôt, impossible de dormir. Je m'étais tourné et retourné toute la nuit, mes pensées tournant en boucle comme un disque rayé. Maintenant, je me tenais pieds nus devant la gazinière, faisant cuire 2 œufs au plat par habitude. Notre rituel du matin. Ou du moins, ça l'était. Je ne m'attendais pas à faire la conversation. Honnêtement, je n'étais même pas sûr d'en avoir envie, mais quelque chose en moi refusait de laisser le silence s'étirer une minute de plus. J'ai mis les œufs dans une assiette, beurré 2 tartines, et je me suis assis seul à la table. Pas de musique, pas d'infos à la radio, juste le cliquetis de ma fourchette et de mon couteau résonnant trop fort contre la céramique. Marion est finalement apparue, déjà habillée pour le travail, les cheveux tirés en arrière, le maquillage impeccable. Ses talons claquaient sur le sol avec la même précision qu'elle utilisait pour éviter mon regard. Elle a ouvert le frigo, sorti une bouteille de jus d'orange et s'est servi un verre. Toujours pas un bonjour. Elle bougeait dans la cuisine comme si je n'étais pas là. Puis, c'est arrivé. Le tintement. Mon couteau a tapé le bord de mon assiette juste un peu trop fort, trop sec.
Je n'essayais pas d'être désagréable, mais ce fut suffisant. Elle a fait volte-face. Tu es obligé de manger comme ça? J'ai cligné des yeux, l'air de dire quoi? Comme si tu construisais un meuble. Tous ces grattements et ces coups. Il est 7 heures du matin, Lucas. Je l'ai regardé, ma tartine à mi-chemin de ma bouche. C'est le petit déjeuner. Elle a croisé les bras, s'adossant au plan de travail. C'est un manque de respect. Tu sais que je suis sensible au bruit. J'ai posé ma fourchette lentement, délibérément. Tu veux dire depuis hier soir? Elle a levé les yeux au ciel. Je ne vais pas recommencer ça avec toi. Non, ai-je dit en me levant. Calme, même. Je ne crois pas que tu aies fait quoi que ce soit avec moi depuis un moment. Son expression a vacillé. Juste une seconde. Qu'est-ce ce que ça veut dire? Tu es en colère, ai-je dit. Mais pas contre la tartine. Pas contre la fourchette. Tu t'en prends à moi comme si j'avais fait quelque chose. Mais tu refuses de dire quoi. Elle a secoué la tête, riant amèrement. Tu vas chercher trop loin pour tout. Je me suis approché, la voix toujours calme. Ce n'est pas moi qui cache des choses. Ça a fait mouche. Je l'ai vu. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si elle avait quelque chose à dire, mais rien n'est sorti. J'ai insisté. Si tu ne veux pas parler, très bien. Si tu es fatigué ou stressé, d'accord, mais ne me traite pas comme si j'étais un inconnu qui a fait irruption dans ta vie pour te rendre misérable. Lucas, non. Je l'ai coupé. Tu te trompes de cible pour ta colère. Et si tu ne me dis pas ce qui se passe, alors j'arrêterai d'attendre des réponses. Silence. Un long, très long silence. Pour la première fois, elle avait l'air prise au piège, ni furieuse, ni sur la défensive, juste figée. Puis elle a attrapé son sac sur la chaise, les doigts tremblant légèrement, et s'est dirigée vers la porte. Je ne l'ai pas suivie. Je l'ai juste regardé partir, ses talons claquant sur le carrelage, s'éloignant un à un. La cuisine, autrefois notre espace refuge, ressemblait maintenant à la salle d'attente d'un médecin pour un diagnostic qu'aucun de nous ne voulait entendre. Et dans ce silence, quelque chose a basculé. J'avais toujours essayé de protéger notre paix, de me plier à ses humeurs, de trouver des excuses à sa froideur. Mais aujourd'hui, j'avais tracé une ligne, et elle ne l'a pas franchie. La foule de fin de soirée s'était enfin clairsemée. L'enceinte du bar baissait de volume, fredonnant les dernières notes d'un vieux morceau de téléphone. J'essuyais le comptoir lentement, passant un chiffon sur le bois verni plus par habitude que par nécessité. Mes mains bougeaient, mais mon esprit était complètement ailleurs. Le genre de journée que j'avais passée, on ne l'efface pas avec une bonne playlist et une bière pas bien servie. La clochette de la porte a tinté une dernière fois avant que je puisse retourner la pancarte fermée. Maxime est entré, comme il le faisait la plupart des jeudis. Un vieil ami, on était au lycée ensemble, même humour un peu brut de décoffrage. Il était resté dans la région comme moi. Marié, 2 enfants, à la tête d'une entreprise de bâtiment, un gars solide. Il s'est glissé sur le tabouret le plus proche de la caisse, a tapé 2 fois sur le comptoir et m'a fait un sourire fatigué. Dure soirée. Je lui ai servi une pinte pression et je lui ai fait un haussement d'épaule qui voulait dire « tu n'en sais même pas la moitié ». Il a pris une gorgée et m'a observé silencieusement. Tasse une sale tête. J'ai l'impression d'être somnambule, ai-je dit en m'appuyant sur le bar, comme si je regardais mon mariage s'effondrer de l'extérieur. Maxime a haussé un sourcil. À ce point-là. J'ai hoché la tête. Quelque chose a changé avec Marion. C'est comme si elle n'était plus dans la pièce, même quand elle se tient juste là. Il a fait tourner la mousse dans son verre. Tu penses qu'elle te trompe? Le mot a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Je ne sais pas, mais il y a un truc qui cloche. Elle est nerveuse, hostile, elle cache des trucs. J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'application bancaire, et je lui ai montré le prélèvement. J'ai vu ça il y a quelques jours. Une clinique pour femmes. Je lui ai posé la question. Elle a pété un plomb. Elle m'a traité de maniaque du contrôle. Maxime a fixé l'écran, puis a lentement levé les yeux. Une clinique, comme pour la gynécologie? Pas son médecin habituel? Il s'est trémoussé de façon inconfortable en passant une main sur sa barbe de 3 jours. C'est pas bon ça. Je ne l'ai même accusé de rien, ai-je marmonné.
J'ai demandé si elle allait bien et elle m'a sauté à la gorge. Puis elle s'est renfermée. Froide. Elle m'a exclu. Maxime a hésité, puis a lâché un petit rire étouffé, tendu et maladroit. Quoi? Il a secoué la tête. C'est juste que, ma femme est devenue comme ça quand elle était enceinte. Les sautes d'humeur, les silences, le côté paranoïaque bizarre. Je me suis figé. Quand elle était quoi? Maxime avait l'air de regretter immédiatement de l'avoir dit. Je ne voulais pas dire. Je ne dis pas que Marion l'est. Écoute, c'était juste une idée. Mais c'était trop tard. Ce mot, enceinte, m'a frappé comme une goutte d'encre dans de l'eau claire. Ça a tout coloré. Je me suis reculé lentement, mes mains se crispant sur le bord du bar. Tu penses qu'elle est enceinte? Maxime a levé les deux mains. Je n'ai pas dit ça. Je dis juste que si elle l'est, elle a peut-être peur de te le dire. Je l'ai dévisagé. Ça fait plus de 2 ans qu'on essaie et elle a arrêté d'en parler il y a un moment. Je me suis dit qu'elle avait abandonné. Il n'a rien dit. Il a juste bu sa bière, me laissant me décomposer. Mais si elle l'est, ai-je dit doucement, elle ne me l'a pas dit. Et ça veut dire quelque chose. Maxime a hoché la tête, la voix basse. Ça veut dire que tu dois découvrir la vérité. J'ai hoché la tête à mon tour, mais il n'y avait aucune force derrière. Juste le poids de l'attente. J'ai fermé la caisse et j'ai éteint les lumières du plafond une par une, laissant la pièce s'assombrir. Dehors, le vent d'octobre balayait les feuilles mortes sur le trottoir. Je me tenais à la porte, une main sur l'encadrement. Merci pour la bière, a dit Maxime en me tapant sur l'épaule en sortant. Je n'ai pas répondu, car maintenant mon esprit n'était plus au bar. Il était dans une clinique silencieuse de l'autre côté de la ville, avec une femme que je ne reconnaissais plus, et une possibilité que je n'étais pas prêt à nommer. Le lendemain matin, j'étais assis dans ma voiture devant l'adresse figurant sur le relevé bancaire, un bâtiment bas en briques niché entre un cabinet d'ostéopathie et un studio de yoga. Il n'y avait rien de suspect, rien de dramatique, juste un panneau bleu discret, Centre de santé des femmes des Brotteaux. Ça avait l'air ordinaire, voire rassurant. J'ai fixé ce panneau pendant 5 bonnes minutes avant de sortir de la voiture. Je n'avais pas de plan, juste un besoin grandissant et rongeant de vérité. Une vérité que je n'arrivais plus à demander à Marion. Le hall sentait la lavande et les lingettes au citron. Trop propre, trop silencieux. Une plante en pot trônait dans le coin près de la fenêtre, et une jeune femme derrière le bureau a levé les yeux et sourit poliment. « Bonjour, je peux vous aider ?» J'ai hoché la tête, m'avançant lentement vers le comptoir. Oui, j'essaie de confirmer une consultation. Ma femme, Marion Moreau, est peut-être venue ici la semaine dernière. Son expression s'est adoucie, mais pas d'une manière réconfortante. Plutôt du genre on connaît la chanson. Je suis vraiment désolé, monsieur, a-t-elle dit gentiment. Mais nous ne pouvons pas divulguer les informations des patients sans consentement écrit, même à la famille. Le secret médical. J'ai souri, essayant d'avoir l'air détendu. Je comprends, tout à fait. Je ne demande rien de confidentiel, j'essaie juste de confirmer si elle est venue. C'est tout. Elle a secoué la tête. Même cela relève des informations protégées. J'aimerais pouvoir vous aider. Je suis resté là un instant de plus, espérant qu'elle lirait quelque chose sur mon visage, ma confusion, mon désespoir, mon épuisement, et qu'elle assouplirait légèrement les règles. Mais elle ne l'a pas fait. Très bien, ai-je dit en reculant lentement. Je comprends. Bonne journée, a-t-elle lancé avec ce même sourire. Gentil, ferme, inflexible. Dehors, le froid m'a giflé le visage. Un vent glacial balayait le parking, tirant sur mon manteau comme s'il voulait me chasser. Je me suis appuyé contre le capot de ma voiture, scrutant les portes vitrées de la clinique, me demandant si elle en était sortie seule, si on l'avait déposée, ou si elle y avait retrouvé quelqu'un. On ne peut pas ignorer certaines pensées une fois qu'elles ont surgi. Comme le fait que si elle était enceinte, il n'y avait aucune chance que l'enfant soit de moi. Nous avions essayé pendant 2 ans, chaque test, chaque calendrier. J'étais allé à chaque rendez-vous, chez chaque spécialiste. Et quelque part dans ce désordre d'espoir et de déception, elle avait cessé de me regarder dans les yeux quand nous en parlions. Je me suis décollé du capot, je suis remonté dans la voiture, et je suis resté assis, les mains serrées sur le volant, plus longtemps que nécessaire. Une part de moi voulait l'appeler,
lui demander directement, la confronter, mais que pourrais-je bien dire? Salut chérie, j'ai traqué ta facture de clinique et visité un endroit dont tu ne m'as jamais parlé. Tu peux remplir les blancs? Non, ça n'allait pas se passer comme ça. Alors, j'ai essayé une autre voie. Un de mes potes, Damien, bossait dans le service informatique des Hospices civils de Lyon. On jouait au poker 2 fois par mois depuis près de 4 ans. Il me devait bien 1 ou 2 faveurs. Je lui ai envoyé un message, tout simple. Salut, tu penses que tu pourrais m'aider à retrouver la trace d'une visite médicale au centre des femmes des Brotteaux? Le nom c'est Marion Moreau. Je veux juste connaître la date du rendez-vous. Rien de plus. 3 petits points ont clignoté sur l'écran. Puis ont disparu. Puis la réponse est arrivée. Lucas, mec, je peux pas. Cet endroit est privé. Ça fait même pas partie de notre réseau. Totalement séparé. Désolé. Voix sans issue. Évidemment. J'ai fixé l'écran pendant un moment. Puis j'ai jeté le téléphone sur le siège passager. La vérité se trouvait derrière trop de portes verrouillées, et la femme qui en détenait la clé refusait de parler. Je suis resté là, le moteur tournant, regardant les gens aller et venir, des femmes en manteau et écharpe, tenant de petits dossiers ou se touchant le ventre. Toutes marchant avec une intention précise. Et je me sentais en dehors de tout ça. Pas seulement en dehors de la clinique, mais en dehors de mon mariage, en dehors des réponses, en dehors de la vie que je croyais comprendre. J'avais toujours cru que la vérité finissait par remonter à la surface. Que le temps, la patience et la gentillesse l'attireraient dans la lumière. Mais aujourd'hui, j'avais appris que la vérité pouvait se cacher derrière de petits sourires et des plaques de salle d'attente plastifiées. Et peu importe avec quelle douceur vous frappez, certaines portes ne s'ouvrent tout simplement pas. Pas avant qu'on ne les force. Quand je me suis garé dans l'allée ce soir-là, la lumière du Porsche était déjà allumée. Ça n'arrivait jamais avant. Nous étions le genre de couple qui laissait les lumières éteintes, laissant l'obscurité s'installer jusqu'à ce que l'un de nous rentre. Mais ce soir, la maison était illuminée comme si on attendait de la visite. Dès que j'ai ouvert la porte, j'ai senti l'odeur de l'ail rôti et du romarin frais. De la musique s'échappait du salon. Du jazz doux, le genre que Marion ne mettait que lors des dîners entre amis ou des soirées de réconciliation. Et elle était là, debout dans la cuisine avec un de ces tabliers qu'elle ne mettait jamais. Un tablier bleu marine avec de petits boutons dorés, soigneusement noués autour de sa taille. Ses cheveux étaient doucement bouclés, elle était maquillée, les yeux brillants. Elle a levé les yeux, a souri. « Salut mon cœur », a-t-elle dit comme si de rien n'était. Je me suis figé sur le pas de la porte, toujours avec mon manteau. « Salut », ai-je répondu prudemment. « J'ai préparé le dîner », a-t-elle lancé joyeusement, se retournant vers la gazinière. « Des pâtes avec la sauce que tu aimes et du pain chaud. Je me suis dit que tu mourrais de faim après ton service. » J'ai accroché mon manteau, m'avançant lentement. La table était dressée, les serviettes pliées, les bougies allumées. C'était trop vite. Je me suis assis, la regardant se déplacer dans la cuisine avec une grâce naturelle, fredonnant doucement. La même femme qui, il y a quelques jours à peine, s'était reculée de moi comme si j'étais un étranger. La même femme qui avait explosé pour un bruit de tartine. Maintenant, elle servait des spaghettis comme si nous étions les acteurs d'une pub à la télé. « Tu vas bien ?» ai-je demandé, sans cacher la méfiance dans mon ton. Elle a levé les yeux, surprise. « Oui, pourquoi je n'irais pas bien ?» Je n'ai pas répondu. Nous avons mangé en silence pendant un moment. Elle l'a rempli avec de petites histoires, quelque chose à propos d'un patient qui avait apporté des gâteaux, d'une collègue qui avait démissionné sans préavis. Rien de profond, tout en surface, mais j'écoutais ce qui n'était pas dit. Aucune mention de la facture, des disputes, de la distance, rien sur la nuit précédente, rien sur son soudain changement d'attitude. Après le dîner, elle a servi 2 verres de vin et m'a conduit à l'étage comme si c'était un jeudi ordinaire, comme si nous n'avions pas été des ennemis en pleine guerre froide pendant une semaine. Nous nous sommes déshabillés dans le silence familier de la routine. Elle s'est glissée dans le lit la première, s'approchant de moi, ses doigts effleurant mon épaule. « Viens là », a-t-elle chuchoté. Je n'ai pas bougé. Elle a embrassé mon cou légèrement, lentement et délibérément. Puis sa main a glissé sur mon torse. J'ai attrapé son poignet doucement et je l'ai repoussé. « Je suis fatigué », ai-je dit d'une voix douce. Longue journée. Elle s'est immobilisée.
Sa main s'est arrêtée en plein mouvement avant de se retirer. Oh, a-t-elle dit. Trop léger, trop détaché. Bien sûr. Désolé, tu m'as juste manqué. Je me suis tourné sur le côté, face au mur. Elle s'est blottie derrière moi après un moment, posant sa main sur mon dos. Je ne l'ai pas repoussée, mais je n'ai pas cherché à me rapprocher d'elle non plus, car je ne tombais pas dans le panneau. Elle ne cherchait pas à se rapprocher de moi. Elle cherchait à reprendre le contrôle, à retrouver une intimité qu'elle n'avait pas méritée. Ce n'était pas de la connexion. C'était un calibrage, un test. Elle voulait savoir quelle part de moi elle possédait encore. Et ce soir, je ne lui ai rien donné. Longtemps après que sa respiration eut ralenti, j'ai fixé le noir, les yeux grands ouverts, le cœur battant régulièrement. Ce n'était pas du pardon. Ce n'était pas une guérison. C'était de la stratégie. Et maintenant, je savais qu'elle n'allait pas me dire la vérité. Pas avant de n'avoir d'autre choix. Mais j'avais déjà fait le mien. À partir de ce moment, je ne courais plus après. Je ne supplierai plus. Je ne craquerai pas. Qu'elle mente en paix. Je trouverai la vérité dans le silence. Je ne voulais mêler personne d'autre à ça. Pendant des jours, je me suis dit que ça ne regardait que Marion et moi. Notre mariage, nos secrets, notre gâchis. Mais quand quelqu'un se cache aussi profondément, il faut regarder là où la lumière pourrait encore l'atteindre. Alors, le samedi après-midi, j'ai traversé la ville jusqu'au petit appartement en briques où vivait sa sœur. Élise, la petite sœur de Marion, de 3 ans sa cadette. Maîtresse en maternelle, un sourire éclatant, des yeux doux, elle avait toujours le don de désamorcer les tensions, même dans leurs pires disputes familiales. Elle a ouvert la porte avec un sourire hésitant qui n'atteignait pas vraiment ses yeux. « Lucas, salut », ai-je dit, les mains dans les poches de mon manteau. « Je peux entrer ?» Elle a hésité juste assez longtemps pour répondre sans mots, puis s'est écartée. Le salon sentait la cannelle et l'adoucissant. Un dessin animé était en pause sur la télé et un panier de linge plié trônait sur le canapé. « Tu veux un café ou ? » « Non », ai-je dit doucement. « J'ai juste besoin de parler. » Elle a hoché la tête et s'est assise sur le bord de la coudoir, les bras croisés serrés sur sa poitrine comme si elle se préparait à encaisser quelque chose qu'elle savait déjà inévitable. « Élise, ai-je commencé prudemment. Je crois que tu sais quelque chose et je crois que ça te ronge. » Elle n'a pas répondu, elle a juste fixé ses mains jointes, le silence s'épaississant. « Je ne suis pas là pour te coincer, » ai-je dit. « Je ne suis pas en colère, mais j'ai besoin de la vérité parce que je ne l'obtiens nulle part ailleurs. » Sa lèvre a légèrement tremblé. Et puis elle a expiré, un souffle long et tremblant. Je lui ai dit de ne pas faire traîner les choses, a-t-elle chuchoté. Je lui ai dit que plus elle mentirait, pire ce serait. J'ai senti mon estomac se nouer. Élise, ai-je dit lentement. Est-ce que Marion est enceinte? Elle a hoché la tête une fois, puis a levé les yeux, vitreux. Oui. Ma gorge s'est serrée. Je me suis adossé à ma chaise comme si j'avais reçu un coup de poing. Elle ne m'a rien dit, ai-je dit doucement. Pas un mot. Elle a peur. Lucas, elle n'a pas peur, ai-je répondu, la mâchoire contractée. Elle est stratégique. Elle a cherché la bagarre, m'a évité, a menti. Pourquoi ferait-elle ça? À moins que... Élise a cligné des yeux lentement. Je n'ai pas fini ma phrase. Elle ne sait pas qui est le père, a chuchoté Élise comme si les mots eux-mêmes étaient fragiles. Silence. Je suis désolé, a-t-elle ajouté rapidement. Je ne voulais pas que ça sorte comme ça. Elle me l'a dit il y a quelques semaines, elle a dit que c'était un accident, une erreur. Un type de son travail. Ce n'était pas sérieux. J'ai fixé le sol, le cœur battant à tout rompre dans mes oreilles. Elle a dit quand? Non, juste que c'est arrivé une fois. Elle pensait que ça passerait. Puis elle a eu un retard de règle. Ma voix était stable mais distante. Et elle a juste décidé de faire comme si tout était normal. Elle ne savait pas quoi faire. Elle a dit qu'elle voulait garder le bébé mais qu'elle ne voulait pas non plus te perdre. Elle pensait qu'elle pourrait attendre. Attendre, ai-je répété. Me laisser croire que c'était le mien. Je lui ai dit que c'était mal, a dit Élise rapidement. Je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas mentir sur un truc pareil. Elle allait me laisser élever l'enfant d'un autre, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour elle.
Sans même lui demander son avis, je me suis levé lentement. Élise, ai-je dit doucement. Merci. Elle m'a regardé avec des yeux humides. Tu vas la quitter? Je n'ai pas répondu avec des mots. J'ai juste hoché la tête une fois, lentement, solennellement, et je me suis dirigé vers la porte. S'il te plaît, ne lui dis pas que je te l'ai dit, a-t-elle lancé soudainement. Elle ne m'adressera plus jamais la parole. Je me suis arrêté. Je ne le ferai pas, ai-je dit par-dessus mon épaule. Tu ne l'as pas trahi. C'est elle qui m'a trahi. Dehors, le vent me mordait le visage, vif et glacial. J'ai marché vers ma voiture avec un calme que je n'avais pas ressenti depuis des jours. Il n'y avait plus besoin de crier. Plus besoin de se disputer. Plus besoin de supplier pour avoir des réponses. Maintenant je savais. Et demain, je franchirai l'étape finale. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le soleil. La maison était silencieuse. Le genre de silence qui autrefois semblait paisible. Maintenant, il semblait juste vide. Je me suis assis à la table de la cuisine, mon café refroidissant devant moi, à fixer le vide. Les mots d'Élise repassaient en boucle comme un écho impossible à faire taire. Elle ne sait pas qui est le père. J'aurais dû ressentir de la fureur, un sentiment de trahison, quelque chose d'assez aigu pour percer cet engourdissement. Mais à la place, j'étais juste de marbre. Ce n'était pas de la surprise. Quelque part au fond de moi, je crois que je le savais déjà. Quand on vit avec quelqu'un assez longtemps, on commence à reconnaître le son des mensonges. Pas à ce qu'ils disent, mais à ce qu'ils arrêtent soudainement de dire. À 9 heures du matin, j'étais garé devant une autre clinique, une où nous étions allés il y a des années quand nous essayions d'avoir un bébé. Le panneau n'avait pas changé. Clinique de procréation médicalement assistée du Rhône. Je me souvenais encore du nom du médecin. À l'intérieur, l'infirmière a souri poliment quand j'ai expliqué que j'avais besoin d'un bilan de fertilité de routine. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle n'en avait pas besoin. Ça a pris moins d'1 heure. De la paperasse, un échantillon, et la promesse que le médecin appellerait dans la journée. Quand je suis parti, l'air était assez froid pour piquer la peau. J'ai marché jusqu'à ma voiture, je me suis assis derrière le volant, et j'ai regardé par le pare-brise jusqu'à ce que ma respiration embue la vitre. Dans l'après-midi, le téléphone a sonné. Monsieur Moreau. La voix était clinique. Constante. Nous avons reçu vos résultats. D'accord. Je dois vous informer. Votre échantillon indique une absence totale de spermatozoïdes viables. Une azoospermie. Essentiellement 0. Je suis désolé, mais une conception par voie naturelle est impossible. Je n'ai pas bougé. Je n'ai même pas cligné des yeux. Depuis combien de temps c'est comme ça? Probablement permanent, a-t-elle dit doucement. Possiblement congénital. Ce n'est pas nouveau. D'accord, ai-je dit doucement. Merci. Quand j'ai raccroché, je suis resté là dans la voiture pendant un long moment, à fixer le volant. Pas de choc, pas de larmes, juste un calme étrange et lucide. Toute la confusion de la semaine passée, chaque mensonge, chaque dispute, chaque regard froid s'alignait parfaitement à cet instant précis. Ce n'était pas de la paranoïa. Ce n'était pas un manque de confiance en moi. C'était la vérité, cachée sous mes yeux. Et maintenant j'avais enfin des preuves. Pas le genre de preuves sur lesquelles on peut débattre. Pas le genre qui peut être déformé ou nié. Le genre inscrit dans la biologie. Je ne suis pas rentré chez moi tout de suite. J'ai appelé mon avocat à la place. David, un vieil ami qui s'occupait de la paperasse pour le bar il y a des années. David, c'est Lucas. J'ai besoin que tu rédiges des papiers de divorce, rapides et inattaquables. Il n'a pas demandé pourquoi, il a juste dit, c'est noté. Quand j'ai raccroché, j'ai regardé de l'autre côté du parking les gens qui passaient. Des familles, des couples, des inconnus, tous vivant leur vie ordinaire. Et pour la première fois depuis des jours, je me sentais stable, pas en colère, pas brisé, juste soulagé que ce soit terminé. Demain, elle le découvrirait. Et quand elle le ferait, elle réaliserait que cette fois, ce n'était pas elle qui écrirait la fin de l'histoire. Elle avait fait un dessert. C'est comme ça que j'ai su. Nous n'étions pas très portés sur les desserts. Pas en semaine, pas après des pâtes. Mais elle était là, debout dans la cuisine avec une assiette de fondant au chocolat, 2 boules de glace à la vanille sur le côté,
et ce sourire trop doux, les lèvres pincées, qu'elle n'avait pas affiché depuis des mois. J'ai joué le jeu, j'ai pris l'assiette, je l'ai remerciée, je me suis assis en face d'elle à la table comme si tout était normal, comme si les 2 dernières semaines n'avaient pas été une implosion au ralenti. Elle a attendu que je prenne quelques bouchées avant de poser sa fourchette avec précaution, comme si la façon dont l'argent touchait la céramique avait de l'importance. « Lucas » a-t-elle dit doucement. « Il faut qu'on parle. » J'ai posé ma fourchette, imitant son ton. « D'accord. » Elle avait l'air nerveuse, ses yeux passant des miens à ses mains, puis inversement. J'étais à côté de la plaque ces derniers temps. Je sais que tu l'as remarqué, et j'avais peur de te dire pourquoi, parce que je ne savais pas comment tu allais le prendre, mais tu mérites la vérité. J'ai hoché la tête, sans parler, sans la presser. Elle a expiré lentement, presque comme si elle se préparait à un impact, puis l'a enfin dit. Je suis enceinte. Elle a fait une pause comme si c'était une bombe qu'elle venait de lâcher, attendant de voir où la fumée retomberait. J'ai légèrement penché la tête. Notre bébé ? Elle a souri, un petit sourire tremblant. Oui. Un instant de silence est passé. Puis j'ai souri à mon tour. C'est intéressant, ai-je dit en posant ma serviette sur la table. Le sourire de Marion a vacillé. Comment ça ? Je me suis levé, j'ai marché jusqu'au buffet, et j'ai pris une feuille de papier plié que j'avais laissée là exprès. J'ai pris mon temps. Pas de colère, pas de drame, juste une précision chirurgicale. J'ai posé le papier devant elle. Mon médecin m'a confirmé quelque chose aujourd'hui. Il s'avère que je suis stérile, complètement infertile, taux à 0. Apparemment, ça a été comme ça toute ma vie. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Je me suis adossé au plan de travail, les bras croisés. Donc, à moins que tu ne crois à l'Immaculée Conception, c'est le bébé de quelqu'un d'autre. Marion n'a pas bougé, n'a pas respiré, puis ses lèvres se sont entr'ouvertes. Lucas, J'ai déjà lancé la procédure, ai-je dit calmement. Les papiers du divorce sont prêts. Mon avocat te contactera cette semaine. Elle a cligné des yeux rapidement comme si elle essayait de se réveiller d'un cauchemar. Attends, quoi ? Non. Non, ce n'est pas. Ce n'était pas prévu. Je ne voulais pas. J'ai levé la main. Stop. Elle s'est tue. Je ne suis pas en colère, ai-je dit. Plus maintenant. Je l'étais. Mais maintenant, c'est juste terminé. Les larmes ont jailli instantanément. Elle a tendu la main de l'autre côté de la table comme si cela allait annuler quoi que ce soit. C'était une erreur, a-t-elle chuchoté. Une seule, je ne voulais pas que ça arrive. Je me sentais seul. On ne se comprenait plus. Et Lucas, on peut encore arranger ça. On peut élever ce bébé ensemble. S'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai secoué la tête une fois. Ton offre a expiré le jour où tu as menti. Elle s'est effondrée sur la chaise, pleurant maintenant, sanglotant dans ses mains comme si la vérité venait seulement de devenir réelle pour elle. Je n'ai pas bougé, je ne l'ai pas consolée. Je l'avais déjà fait. Pendant des mois, j'avais essayé de faire la moitié du chemin, mais là ce n'était pas la moitié du chemin, c'était une falaise et elle avait déjà sauté, et maintenant elle voulait que je la suive dans sa chute. J'allais te le dire, a-t-elle haleté entre deux sanglots. J'allais, je ne savais juste pas comment. Tu n'allais jamais me le dire, ai-je dit. Tu espérais que je croirais au mensonge, que j'aimerais assez le bébé pour oublier la biologie. Tu espérais pouvoir effacer ce qui s'était passé en me transformant en père. Je ne voulais pas te blesser. Mais tu l'as fait, les yeux coupés, la voix toujours calme. Et le pire, ce n'est pas la liaison. C'est l'histoire que tu as construite après. Le piège, la mise en scène, la façon dont tu m'as regardé dans les yeux et m'as tendu un mensonge comme si c'était un cadeau. Elle a pleuré de plus belle. Je suis allé dans le salon, j'ai attrapé le dossier sur la table d'appoint. À l'intérieur, des copies des documents, les papiers du divorce, mon dossier médical, une vérité finale et implacable. Je les ai posés doucement devant elle. Je vais vivre dans le studio au-dessus du bar jusqu'à ce que les choses soient finalisées, ai-je dit. S'il te plaît, ne me contacte pas, sauf par la voie légale. Elle n'a pas répondu. Elle ne pouvait pas. Elle n'était plus qu'un tas de culpabilité et de mascara coulant à la table de la cuisine. Je l'ai regardée une dernière fois, la femme avec qui je pensais construire ma vie.
La femme qui me murmurait autrefois des rêves à l'oreille sur le canapé ou les matins de Noël. Maintenant, elle avait juste l'air minuscule. Je voulais être père, ai-je dit, la voix se brisant presque, mais pas comme ça. Puis je suis sorti, fermant la porte derrière moi. Pas de claquement de porte, pas de cri, juste la fin silencieuse d'une illusion soigneusement construite. La salle d'audience était plus petite que ce que j'imaginais. Pas de grand bureau imposant pour le juge ou d'éclairage dramatique, juste des murs lambrissés, des néons au plafond, et le faible murmure des avocats tournant les pages de leur dossier. Pourtant, le poids de l'instant pesait lourdement, comme si l'air savait ce qui allait se passer. Marion était assise en face de moi, le visage pâle et illisible. Elle portait une veste tailleur bleu marine, les cheveux rentrés derrière les oreilles. Elle avait l'air d'être là pour un entretien d'embauche, mais ses mains tremblaient sur ses genoux. Mon avocat, Maître David, était assis à côté de moi, calme comme toujours. Il avait déjà parcouru la paperasse une douzaine de fois, mais il s'est penché quand même et a chuchoté, « Tu es sûr que ça va ?» J'ai hoché la tête une fois. Très sûr. L'audience auprès du juge aux affaires familiales a été courte, juste la séparation des biens, les déclarations finales, et la reconnaissance des rapports médicaux. Tout a été présenté, tout a été documenté. Pas de grand discours, pas d'objection. David a remis l'évaluation de fertilité scellée. La juge l'a feuilletée, les yeux balayant ligne après ligne jusqu'à ce qu'elle lève enfin la tête. « Monsieur Moreau », a-t-elle dit. Cette documentation soutient clairement votre demande concernant l'infertilité permanente, ce qui lève la présomption de paternité. Vous êtes certain de vouloir procéder ainsi? Je n'ai pas hésité. Oui, madame la juge. C'est inutile d'aller plus loin. De l'autre côté de la pièce, l'avocat de Marion s'est penché vers elle, lui chuchotant quelque chose d'urgent. Elle a secoué la tête, puis s'est lentement levée. J'aimerais faire une déclaration, a-t-elle dit doucement. La juge Y a autorisé. Marion s'est éclairci la gorge, la voix tremblante. Je n'ai pas été honnête. J'ai eu une brève relation en dehors de mon mariage. Je suis tombée enceinte et j'ai paniqué. Je ne savais pas qui était le père et je me suis convaincue que ça pouvait peut-être quand même être celui de Lucas. Mais je connaissais la vérité. Je n'arrivais juste pas à y faire face. Sa voix s'est brisée. C'était un homme avec qui je travaillais. Il n'est pas au courant de la grossesse. Il a déménagé dans une autre région il y a un mois. Je n'arrive pas à le retrouver. La pièce est devenue silencieuse. Le genre de silence qui suit un coup de feu. Pas à cause du bruit, mais à cause de l'impact. La juge a hoché solennellement la tête et a poursuivi. La décision a été rapide. Tous les biens matrimoniaux protégés. Le divorce prononcé. Aucune responsabilité légale envers l'enfant à n'être placée sur moi. Une rupture nette. Après, je suis sorti seul. L'air était vif et sec. Les arbres perdaient leurs dernières feuilles d'automne. Je me suis tenu sur les marches du palais de justice, les regardant volter jusqu'au sol comme les morceaux d'une histoire enfin terminée. Elle m'a suivi dehors. Lucas, a-t-elle appelé. Je me suis retourné, attendant. Je voulais juste. Ses yeux se sont à nouveau embués. Tu dois savoir. Je pensais vraiment pouvoir arranger ça. Je pensais que peut-être, si je te disais qu'il était de toi, tu resterais. J'ai hoché lentement la tête. Tu n'avais pas tort. J'aurais peut-être pu. Elle a dégluti difficilement. Mais tu ne m'as pas seulement trompé, Marion, ai-je dit. Tu as essayé de me faire passer pour le méchant dans ton histoire de couverture, et si je n'avais pas posé de questions, j'élèverais un enfant qui n'est pas le mien. À croire à un mensonge pour le reste de ma vie. Elle n'avait plus de mots. Je l'ai regardée une dernière fois. La femme qui signifiait autrefois tout pour moi, se tenant maintenant dans la flaque de sa propre ruine. Je voulais croire en nous, ai-je dit. Mais tu as transformé cette croyance en arme. Puis j'ai descendu les marches, chaque pas étant plus léger que le précédent. Le lendemain matin, ma sœur est passée à l'improviste. Juliette avait une clé, mais elle a frappé quand même. Sa façon de demander la permission avant de faire irruption dans ma vie. Elle se tenait sur le pas de la porte avec un sac en papier rempli de viennoiseries, et ce regard de grande sœur qui signifiait que j'allais avoir droit à une remise en perspective. J'ai appris la nouvelle, a-t-elle dit en entrant. Elle a posé le sac,
à préparer du café comme elle le faisait dans la cuisine de papa quand on était petit. Je l'ai laissé faire. Elle avait besoin de sa routine. Et peut-être que moi aussi. Tu es vraiment allé jusqu'au bout, a-t-elle finalement demandé en buvant dans un mug ébréché. J'ai hoché la tête. Papier signé. La juge a validé hier. Elle a expiré par le nez. Lucas, je comprends. Vraiment. Mais elle porte quand même la vie. Ce bébé ne t'a pas menti. Je l'ai regardé longuement. Ce bébé n'est pas le mien. Je sais, mais... Elle savait qu'il n'était pas de moi, ai-je dit d'un ton neutre. Et elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit qu'il l'était. Pas parce qu'elle y croyait, mais parce qu'elle pensait que je la croirais. Juliette s'est-tu. Elle voulait faire table rase, ai-je dit. Alors, elle a peint par-dessus moi. Pendant un moment, le seul son fut le léger bourdonnement de la cafetière et la voiture occasionnelle passant dehors. Tu as toujours été celui qui voyait le bon chez les gens, a dit Juliette doucement. Je le fais toujours, ai-je répondu. Mais je vois aussi ce qu'ils choisissent de faire quand ils pensent que tu ne le découvriras pas, elle a hoché lentement la tête, la compréhension se lisant sur son visage. Puis elle s'est levée, s'est approchée, et m'a pris dans ses bras. Pas avec pitié, mais avec fierté. Je la déteste pour ce qu'elle t'a fait, a-t-elle chuchoté. Moi non, ai-je dit doucement. Je refuse juste de porter ce fardeau plus longtemps. Quand elle est partie, je suis resté à la fenêtre à regarder le monde continuer de tourner. Des gamins faisaient la course à vélo sur le trottoir. Des voisins ratissaient les feuilles en tas dorées. Des chiens aboyaient après les écureuils comme si rien n'avait jamais changé. Mais quelque chose avait changé. Moi. Et j'avais enfin compris quelque chose que je n'avais jamais saisi auparavant. Parfois, la dignité ne consiste pas à camper sur ses positions. Elle consiste à savoir s'éloigner, discrètement, pleinement, et sans jamais regarder en arrière.